Salut à tous, je vous ai fait une petite ambiance cosy pour continuer le livre qu'on est en train de lire. Et juste avant de continuer la lecture, je voulais juste revenir sur un point, c'est que quand j'ai fait le montage du chapitre précédent, je me suis rendu compte que d'un seul coup je citais le nom Toby et au montage je me suis dit mais qui est Toby en fait? Et j'ai regardé une vidéo d'une autre youtubeuse qui en parlait, qui donnait son avis sur le livre. Et je me suis aperçue que Toby était notre personnage principal. Donc voilà, le quatrième personnage dans la chambrée qu'on recherchait dans le chapitre 1, eh bien c'est Toby. Et donc c'est le héros de notre livre, celui qui parle depuis le début. N'hésitez pas à me dire en commentaire si à des moments comme moi vous êtes perdu parce que j'ai sauté un passage, comme moi vous n'arrivez pas toujours à suivre qui est qui. On est parti. Comment tu t'appelles demande Louis. T'as quel âge ajoute Will, encore une fois assis en tailleur sur son lit. T'as l'air plus vieux que Toby. Le nouveau venu nous fait l'effet d'un agent infiltré dans le calme du dortoir 4. Il a le teint pâle, mais les yeux et les cheveux d'un noir de jet, et sa bouche est si crispée que ses mâchoires semblent encore plus carrées qu'elles ne le sont en réalité. Des vêtements sont étendus sur son lit. Des jeans, des t-shirts, des sweatshirts à capuche. Tous de la bonne taille. Chacun est mesuré et pesé à son arrivée au manoir. Je m'appelle Tom, marmonne le nouveau garçon, et j'ai 17 ans. Il s'interrompt et le noir de ses yeux s'intensifie. Et demi. Et merde, s'exclame Louis. Un silence s'ensuit ponctué par les battements de la pluie à l'extérieur. Nous absorbons ces paroles. Je comprends mieux à présent l'amertume du garçon et je sens mon estomac se nouer. Si ce n'est pas arrivé avant 18 ans, cela ne se produira pas. Aucun de nous n'a eu de chance, mais la déveine, ah pardon, je comprenais pas ce mot, mais la déveine de Tom nous fiche un sacré coup dans le ventre. Parle-nous des autres, demande Ashley. Il est appuyé contre le radiateur, soucieux de ne pas froisser son lit en s'asseyant dessus. Il ne me reste plus que 6 mois. Tom parle sans les regarder. Il scrute les habits sur le lit, des vêtements inconnus qui lui appartiennent désormais. 6 foutus mois à tenir, ajoute-t-il. Parfois le pire arrive. C'est la première fois que je prends la parole depuis l'arrivée de Tom. Je l'aime pas. Je le connais pas, mais je l'aime pas. Et si sa présence se met la pagaille dans notre bande? Ma peur est irrationnelle mais bien réelle. Le dortoir 4 n'est plus ce qu'il était encore ce matin. Tom représente une fêlure sur un roc. Oui, parle-nous des autres, reprend Louis. Vous savez comment on surnomme cet endroit, n'est-ce pas demande alors le nouveau venu en tournant enfin les yeux vers nous. La maison des morts. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de comment on l'appelle, dis-je. C'est notre maison maintenant. Je suis légèrement hérissée. Nous avons tous appris à gérer nos peurs, à vivre avec. Maintenant, il faut aussi s'occuper de celle de Tom. C'est comme ça qu'on la désigne à Londres, insiste Tom. Pas celle-ci, mais toutes les autres. Donc tu viens de Londres, c'est ça? Les yeux de Louis se mettent à briller et il sort de sa poche un petit carnet dans lequel il s'empresse de noter l'information. De quel quartier insiste-t-il? Comme si c'était important, lui répond sèchement Tom. Et les autres? Will est le troisième à poser la question. Nous ne sommes pas cruels de manière intentionnelle, mais à quoi bon faire preuve de sympathie? La compassion s'adresse à des personnes qui se trouvent dans une situation pire que la vôtre. Or, en l'occurrence, nous sommes tous dans la même galère, à égalité. Et au moins Tom a atteint 17 ans et demi. Il y a juste une fille, dit Tom. Elle a l'air ok. Il regarda alors de côté. Une fille, répète Will. Il n'y en a pas beaucoup. Il esquisse une légère grimace. Je me demande si leurs yeux se mettent aussi à saigner. À ces mots, Louis ricane, à moins que ce ne soit à cause de l'expression choquée qu'affiche Tom. Je n'arrive pas à deviner si Will a dit ça exprès pour effrayer le nouveau. Son humour est cruel, mais drôle. On retourne jouer, propose Louis. Will sourit. L'effet de nouveauté s'est dissipé et de toute façon Tom n'ira nulle part. Ils auront tout le temps de faire sa connaissance, et s'ils ne l'avaient pas, alors pourquoi chercher à mieux le connaître? Comment se déplacent les chevaux déjà demande Will à Louis. On les appelle des cavaliers, pas des chevaux, et ils se déplacent en L, 2 cases puis une. Louis poursuit cette explication tout en refermant la porte du dortoir derrière eux. Je ne retourne pas dans la salle d'art plastique, décrète Ashley. Puis il se détache du radiateur et s'empare d'une Bible posée sur une commode en bois. Même lui, pourtant empreint d'une charité chrétienne exemplaire, ne propose pas à Tom une visite du manoir. Nous nous retrouvons face à face, lui et moi. C'est toi, Toby, j'imagine, dit Tom. Je ferme les yeux. Je veux pas en parler, mais je n'ai pas non plus envie de me rendormir. Pourtant, ce serait préférable. Je vais m'habituer à Tom, mais à mon propre rythme. Tu es plus vieux que les autres, tente de nouveau Tom. Je réponds pas. Je pense au grand espoir que j'avais nourri concernant Jack. J'avais tellement envie de devenir son ami, afin d'avoir quelqu'un de mon âge avec qui traîner. Et maintenant, Tom est arrivé, et je me referme sur moi-même.
Mais Tom n'est pas un des nôtres et il ne le sera jamais. Jack si, en dépit de toutes les crasses qu'il nous fait. Tom est aussi plus âgé que moi. Il va falloir que je m'arrange pour conserver ma place de chef du dortoir 4. Même si je reste apparemment impassible sur mon lit, ces nouveaux arrivants m'ont beaucoup perturbé. Tom ne cherche pas à m'adresser de nouveau la parole, mais il pousse un soupir éloquent, puis il ouvre et ferme les tiroirs afin d'y ranger ses vêtements. Il est en train de s'installer, il n'a pas le choix. La soirée passe lentement et mon malaise grandit. À l'heure du thé, toute l'attention se focalise sur Tom et la nouvelle fille qui s'appelle Clara. Je fais comme si elle n'existait pas. Sa table est trop loin de la mienne pour que je puisse l'observer, et de surcroît, elle me tourne le dos. Je ne vois que sa queue de cheval ébouriffée. Il y a plus de rire que d'ordinaire à la table des filles. Le visage d'Eleanor s'illumine de temps à autre, et même Harriet a l'air moins austère. Jack fanfaronne, jure à voix haute, bien que Tom soit assis à notre table. Lorsqu'il va chercher son thé, il s'arrête à celle de Clara, le visage soudain empourpré. Il ne faut pas longtemps pour que Jack le rejoigne. Si Tom pense qu'il a des droits sur la fille parce qu'ils sont arrivés en même temps, il a encore beaucoup à apprendre sur les pratiques de la maison. Will et Louis. Oui, j'ai remarqué que j'avais énormément de mal à faire la différence dans la lecture entre Will et Louis. Je me cafouille entre les I et les L, je me mélange. Will et Louis gloussent face aux deux garçons plus âgés qui rivalisent visiblement pour attirer l'attention de Clara. Je laisse couler. Elle doit vraiment être une idiote pour sourire et rire à tout va, comme si elle venait d'arriver dans une colonie de vacances ou qu'elle était en voyage scolaire. Je ne me joindrai pas aux flatteries communes. À la place, je me concentre sur les jumeaux. Ce sont eux qui incarnent la réalité de cette demeure, pas cette stupide fille pour laquelle tous se tordent sur leur siège dans l'espoir de l'apercevoir. Ellory et Joe sont identiques, enfin étaient serait plus exact. L'un des deux, je crois que c'est Ellory, car il a plus d'acné que son frère, transpire abondamment. Même à 3 mètres de lui, je m'en rends compte. Il renifle bruyamment, et de temps à autre son torse se contracte, et ses traits se plissent comme s'il cherchait désespérément à retenir une quinte de tout. C'est son frère qui mange sa nourriture, le corps légèrement tourné afin que les infirmières ne voient pas les bouchées qu'il prend dans l'assiette de son jumeau. Je l'observe, mue par une frayeur mêlée de fascination. Les infirmières aussi l'ont repéré, les prunelles aussi froides et noires que celles d'un aigle fixant sa proie. Les occupants du dortoir 7 se sont légèrement éloignés de leurs camarades de chambre, comme si la même maladie ne s'était pas déjà propagée en eux. Ils discutent sans inclure les jumeaux dans leur conversation, donnant l'impression que ceux-ci n'existent déjà plus. Tu crois qu'ils vont venir les chercher ce soir? À la question d'Ashley, je me rends compte que je ne suis pas la seule à regarder Laurie. Lui aussi a les yeux rivés sur le jumeau, les lèvres pincées. C'est possible, je prierai pour lui. C'est ça, ouais, ça va l'aider. Je me concentre à présent sur ma nourriture. Je prends une bouchée de purée que je mastique consciencieusement pour éliminer tous les grumeaux. Je n'ai pas envie d'entamer une discussion avec Ashley. Il peut garder sa piété arrogante pour lui. Après notre collation, les infirmières nous proposent un vieux film, et bien que Will et Louis cherchent à m'entraîner avec eux, je refuse d'assister à la projection. Au lieu de quoi, je prends un long bain chaud puis je m'allonge sur mon lit, les yeux rivés au plafond. À quoi Laurie peut-il bien penser? Est-il allé voir le film? Je sens mon estomac se contracter à l'idée qu'un jour prochain je serai à sa place. J'aimerais tellement ne plus me poser autant de questions. Même le souvenir de Julie McHenry ne parvient pas à me distraire. Et j'arrive juste à me demander si elle se souvient de moi, si elle s'est mise à sourire à Billy, si elle va l'autoriser à glisser sa main dans son soutien-gorge, au lieu de fantasmer sur cette éventualité me concernant. Finalement, les autres reviennent et le rituel du brossage de dents et de la toilette commence. Quand nous sommes prêts à nous mettre au lit, une infirmière entre dans notre chambre munie d'un plateau de verre d'eau et de comprimés que nous devons avaler scrupuleusement afin qu'elle ferme les rideaux et éteigne la lumière, en lançant un bonne nuit d'un ton hâtif et terne. Le père de Clara est un costume noir, déclare Will. Pas vrai, Tom? Un ministre du gouvernement, rien que ça. Exact, répond ce dernier. Un silence s'ensuit, bientôt rompu par des murmures. Mais qu'est-ce qu'il fait au juste s'enquit Tom en désignant Ashley? Il prie, répond Will. Il fait comme si de rien n'était, il va s'arrêter tout seul. Un costume noir, ça c'est cool. Et toi, il faisait quoi ton père? Je me demande si Will se rend compte qu'il a parlé au passé comme si nos familles avaient disparu, comme si elles ne continuaient pas à vivre leur vie sans nous, là-bas dans le monde réel. Rien d'extraordinaire. Il était employé dans une boîte de haute technologie, il travaillait beaucoup. Tom est arrivé depuis quelques heures seulement et déjà il se renferme sur lui-même. Il se distancie de l'avant. Il nous emboîte le pas et se retranche en lui. J'ai bien aimé le film, dit Louis, mais je ne peux pas m'empêcher de me demander pourquoi ils ont choisi de nous le montrer. Bah les vampires c'est cool, intervient Will. Et le chien aussi était cool, mais je n'aimais pas le passage où il mord l'homme en plein dans le crâne. Quand même, reprend Louis d'un son songeur. Nous projeter un film comme Génération perdue sur une bande d'ados immortels qu'une force intérieure contraint à se métamorphoser en démon,
Je me pose des questions sur Matrone. Soit elle a un sens de l'humour très pervers, soit elle en est totalement dépourvue. Ah ouais, bien vu. Oui, il éclate de rire, mais il est clair qu'il ne comprend pas l'ironie de la situation. Nous pouvons tous vivre ensemble avec la présence de Dieu, affirme Ashley. C'est la seule vie éternelle. Il est toujours comme ça, interroge Tom d'un ton clairement méprisant. Tom a beau être le dernier arrivé, Ashley sera toujours l'outsider. Eh oui, reprend Louis en se blottissant sous ses couvertures. Tout va bien, Toby? Will me regarde dans la pénombre. Tu es bien silencieux. Je croyais que tu viendrais voir le film pour rencontrer la nouvelle. Ça va, je suis fatiguée. Mais tu es toujours fatiguée. Pourtant, tu dors la moitié de la journée. Sa respiration s'accélère. Tu n'es pas... Non, dis-je sans lui laisser terminer sa question. Je suis pas malade. Tant mieux, dit Will. Ça me plairait pas. Je sens mon cœur se serrer, se contracter durement. Quelque chose dans son ton m'a touchée. Finalement, le silence envahit notre dortoir, même Haché se tait, et les respirations deviennent régulières. Un autre jour est passé, s'est évaporé, éloigné de nous. Je ferme les yeux. Il n'était pas très long ce chapitre, du coup je vous propose de continuer sur le chapitre 5. J'ai lu aussi un commentaire du coup de la chaîne de la youtubeuse dont je vous parlais. Quelqu'un disait que ça lui fait penser au livre de Maxime Chatham. Je sais pas si vous connaissez, c'est un monde post-apocalyptique. En fait, tous ceux qui avaient un compte Facebook ont été réduits à néant. Donc les trois quarts des adultes, et il reste plus que des enfants. Il reste quelques adultes en fait, mais ils haïssent les enfants, ils sont contre eux. Ils pensent que c'est de leur faute si les trois quarts de l'humanité ont été rayés de la Terre, et donc ils se mettent à détester leurs propres enfants. Et c'est vrai qu'en ça, ça peut faire penser à ça, ce livre-là, puisque Matrone et les infirmières sont absolument pas gentilles avec ses enfants, pourtant ils sont malades, s'ils sont sur le point de mourir, je vois pas pourquoi est-ce qu'elles sont pas plus sympathiques. Et les enfants sont donc un peu livrés à eux-mêmes. J'enchaîne sur le chapitre 5 du coup. Presque 2 jours se sont écoulés depuis les ultimes rondes de Matrone, lorsque j'entends l'éruption étouffée de l'ascenseur qui commence son voyage descendant, semblable à un long grondement, vers le cœur de la maison. Je savais qu'il viendrait cette nuit. Et une partie de moi-même a envie d'enfouir la tête sous l'oreiller jusqu'à ce que ce soit terminé. Mais mes pieds me démangent et m'incitent à me lever, tandis que mes boyaux forment un entrelac de nœuds autour de la boule noire logée au fond de mon estomac. Il faut que je voie. Il est préférable de regarder la réalité en face plutôt que de rester étendu dans le noir à se contenter d'écouter. L'air frais me picote la peau quand j'avance jusqu'à la porte sans faire de bruit et l'ouvre. Les autres garçons ne remuent pas. Tom ronfle et le reste du dortoir est silencieux. Sur le palier, mon cœur cogne si fort que les battements résonnent jusque dans ma gorge. L'ascenseur s'est arrêté à un étage supérieur et le doux glissement de ses larges portes en métal s'apparente à un soupir poussé dans la nuit. Je monte subrepticement à la moitié des marches de l'escalier et me plaque contre l'ombre noire qui épouse le mur. Je suis extrêmement silencieux. D'où je suis, je ne peux pas distinguer l'ascenseur, mais j'apercevrai les infirmières sur le palier quand elles reviendront vers l'appareil. J'attends. Et soudain, ce grincement tranquille de vieille roue en marche perce l'obscurité. Et Laurie est en train de sortir pour la dernière fois du dortoir 7. Et comme il est endormi, il ne s'en rend pas compte. Peut-être le savait-il quand il s'est mis au lit, ou peut-être pensait-il qu'il bénéficierait d'une journée supplémentaire. Il est difficile d'imaginer qu'on ne verra pas un jour nouveau se lever. Des chaussures blanches et souples entrent dans mon champ de vision. Chaussons de gymnastique à semelles épaisses que portent les infirmières du sanatorium, qui roulent le lit vers l'ascenseur. Je ne vois pas Ellery, mais je sais que c'est lui. Personne d'autre n'est malade ou du moins ne présente de symptômes. Ce ne sont pas les mêmes infirmières que celles qui s'occupent de nous pendant la journée. Je les ai vues assez souvent pour le savoir. Telles des anges de la mort, elles ne surgissent que la nuit et viennent chercher les enfants malades et endormis. Parfois j'imagine le sanatorium comme une affreuse créature qui se nourrit de nous. En un sens, c'est presque préférable à l'inconnu du néant. À l'étage au-dessus, je vois le lit rouler, tandis que je reste immobile. Je connais la routine, elles n'ont pas encore terminé. Environ 1 minute plus tard, 2 autres paires de pieds glissent sur le sol, entonnant une mélopée chuchotée, ponctuée du froissement des sacs plastiques destinés aux vêtements et affaires de toilette d'Ellery. Il ne resterait rien de lui qui permettra à Joe de se rappeler. Il est banni avec efficacité de notre communauté. Que font-ils des effets personnels des exorcisés? Est-ce qu'on porte tous des habits de garçons morts recyclés à partir de la vague précédente de déficients? Y a-t-il un stock quelque part dans la maison qui attend les enfants de toutes les tailles et de tous les poids imaginables? Les portes de l'ascenseur se referment et je pousse un soupir tremblant, tandis qu'un flux d'adrénaline parcourt mes veines. Au revoir, Ellery. C'était bien de ne pas t'avoir connue. J'ai presque mal au cœur. Le goût de la nausée dans la bouche. Il faut que je me rende à la salle de bain. J'ai besoin de boire un verre d'eau. Je rebrousse chemin et c'est alors que mon regard tombe 2 étages en dessous. Une masse épaisse de je ne sais quoi qui vient se détacher de la rampe et flotte dans l'air comme des algues happées par les bas-fonds. Je retiens de justesse un cri devant cette vision inattendue, mais ma respiration a dû se faire plus courte, plus forte, quand j'ai ouvert la bouche de surprise. Ce sont des cheveux,
Quelqu'un d'autre est réveillé. Je me fige, puis je fronce les sourcils. Normalement, nul autre que moi n'est jamais réveillé la nuit. L'ombre se déplace et l'apparition capillaire s'éloigne au fur et à mesure que la personne bat en retraite. L'escalier craque. Je retourne à toute vitesse dans ma chambre et plaque l'œil contre une fissure dans la porte, pour tenter d'apercevoir encore la silhouette. Qui est-ce? Que se passe-t-il? Encore du changement. D'abord Tom, puis ça. J'envisage sérieusement de me remettre au lit et de ne plus bouger, mais je suis pas fatiguée, alors pourquoi est-ce que je me recoucherai, merde? Les nuits m'appartiennent. C'est dans la cuisine que je la découvre. Elle a sorti de quoi manger et est en train de se confectionner un sandwich. Tu en veux un? Me demande-t-elle, comme s'il n'y avait rien de plus naturel au monde que cette rencontre de l'obscurité à 2 heures du matin. Je réponds pas, me contentant de la regarder du seuil de la cuisine, tandis que le vent à l'extérieur fouette la bâtisse et s'engouffre sous l'interstice de la porte de derrière. Ma mère ne me laissait jamais manger la nuit. Ce n'est pas bon pour les hanches apparemment, et sûrement pas pour une danseuse. Eh bien j'en profite maintenant. Avoir de grosses cuisses ne fait désormais plus partie de mes préoccupations, qu'en penses-tu? Elle me sourit tout en refermant son sandwich, puis elle s'installe d'un geste gracieux à la table en inox de la cuisine, s'apprêtant à le déguster. Elle a des dents blanches et régulières, et sa chevelure, aussi rousse qu'épaisse, retombe en désordre sur ses épaules. Je considère son sandwich et je sens mon estomac se serrer. Désormais, les nuits ne seront plus placées sous mon seul contrôle. Je devrais aussi me préoccuper des éventuelles erreurs d'un tiers. Ne t'inquiète pas, j'étais prudente et je nettoierai tout. Ils ne remarqueront jamais que je suis venue dans la cuisine. Tu es arrivée avec Tom, dis-je? Elle hoche la tête. Pauvre Tom, tout le met en rogne. Elle balance les jambes d'avant en arrière, et sous sa chemise de nuit, je peux voir qu'elles sont minces et bronzées. Ses orteils sont laqués de rose, un écho de la vie d'avant. Elle pétille d'énergie. Elle croque de nouveau dans son sandwich et me regarde. J'ai soudain envie moi aussi d'un sandwich, de quelque chose à manger, mais je ne vais rien me préparer. À bien y réfléchir, elle m'a coupé l'appétit. Tu n'as pas pris les vitamines? J'avance d'un pas vers elle, c'est tout. Je ne me rapprocherai pas davantage. Je prends un air menaçant, mais elle ne semble pas s'en apercevoir. D'ailleurs, elle a même un petit rire, chaleureux et amical. Qu'est-ce qui lui prend? Elle ne sait donc pas où elle se trouve? Des vitamines, mon œil! Ma mère aussi, elle a pris des prétendues vitamines pendant des années, en général avec du whisky. Pourquoi tu ne prends pas les tiennes? Ajoute-t-elle. J'ai appris à coincer rapidement les comprimés entre ma lèvre supérieure et mes gencives afin que les infirmières ne remarquent rien. Je me suis entraînée avec les petits pois qu'on nous sert au réfectoire. Je les mets ensuite dans la boule qui surmonte la colonne de mon lit, enveloppée dans du papier toilette. J'ai accompli cette routine tous les soirs. Il serait sans doute préférable que je les jette dans l'évier, mais cela me permet aussi de compter les jours qui passent, de baliser ma survie. J'aime la nuit, dis-je. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Elle me sourit de nouveau d'un air à la fois espiègle et ravi. Maintenant que la maison est à nous, précise-t-elle. Fais ce que tu veux, mais ne viens pas emmerder. Son sourire s'évanouit. Bah dommage, ce serait plus drôle si... J'ai pas envie de rire. Tout à coup, je la déteste. Elle n'a pas le droit d'être réveillée. Ce temps-ci m'appartient. La boule en moi s'embrase jusqu'à ma langue et je crache des mots enflammés de colère. À partir de maintenant, tu peux oublier ta putain de vie parfaite avec ton ministre de père dans ta grande maison entourée de tous tes privilèges. Tu es une déficiente comme nous. Tu veux bien venir rire dans la cuisine et croire que tout ça est sacrément drôle. Ça n'empêche pas que tu vas tomber malade et mourir, comme Héloïse, comme moi et comme tous les crétins qui sont ici. Tu n'es pas différente des autres. Alors ne te mets pas en travers de mon chemin et habitue-toi à ta nouvelle réalité. Je rive mon regard au sien, haletant d'une rage qui fait trembler tout mon corps. Ses jambes sont devenues immobiles, elle ne sourit plus. Je lui tourne le dos. Je veux plus la voir, je veux plus me sentir mal. La demeure est vaste, rien ne m'oblige à la croiser. D'ailleurs, peut-être prendra-t-elle ses comprimés maintenant qu'elle sait qu'elle n'est pas la bienvenue la nuit. Non, réplique-t-elle d'une voix douce et blessée, tandis que je m'éloigne. Je crois plutôt que c'est toi qui dois te faire à cette nouvelle réalité. Salope, qu'est-ce qu'elle en sait, hein? On est de nouveau sur un passage en italique jusque... Non, pas la fin du chapitre. Donc je vous le dis parce que là, j'ai vu qu'au dernier montage, je vous l'ai pas dit et que ça faisait bizarre, ça faisait une coupure et qu'on comprenait pas exactement. Donc à chaque fois qu'il y a des passages en italique, c'est un retour dans le futur. Son test eut lieu après le cours d'éducation physique, un mardi, et il s'en réjouissait pour 2 raisons. Tout d'abord, cela lui permettait de manquer 10 minutes de sciences, peut-être 20, s'il traînait sur le chemin du retour, et deuxièmement, il effectuait toujours les tests par ordre alphabétique, de sorte que Julie McHenry passait en même temps que lui. Le revers de la médaille, c'était que Bill Matthews était également présent. Aussi était-il peu probable qu'il parvienne à parler à Julie, si tant était qu'il trouve des sujets intéressants à aborder avec elle. Néanmoins, il serait en mesure de l'admirer, et c'était mieux que rien. Il craignait une chaleur étouffante dans le couloir qui menait à l'infirmerie. À l'extérieur, le soleil semblait magnifié par ses baies,
Et même si Toby avait pris une douche après le cours de gymnastique, il était en nage quand il arrivait dans la file d'attente où des enfants de tout âge bavardaient ensemble. Aucun ne semblait inquiet. Après tout, chacun avait l'habitude de passer le test. Il observa la queue, mais il n'y vit pas Julie. Il sentit son cœur fléchir. Elle lui avait adressé la parole hier pendant le cours de maths, le seul cours qu'ils avaient en commun, et il avait réussi à discuter avec elle de l'ennui que lui inspirait l'algèbre, sans balbutiner ni loucher une seule fois vers sa poitrine. « Salut Toby !» Elle était juste derrière lui en compagnie d'Amanda, dont le nom de famille ne commençait pas par un M, mais qui avait dû tricher pour passer avec sa copine. Julie et Amanda étaient toutes les deux blondes et jolies, mais la seconde ne possédait pas le petit plus qui constituait tous les charmes de la première. « Salut !» Le mot avait failli ne pas sortir de sa bouche, d'un asséché. Il fourra les mains dans sa poche et tenta de prendre un air décontracté, alors qu'il avait la sensation que toutes les articulations de son corps avaient cessé de fonctionner normalement. « Quel cours t'es en train de rater ?» poursuivit-il. « Anglais, et en plus on a un devoir sur table. »« Coucou !» C'était Billy qui venait de se matérialiser derrière l'épaule gracile de Julie. « Génial. »« Amanda organise une fête samedi, tu habites tout près Toby, non ?» enchaîna Julie. « Pourquoi tu viendrais pas ?» Amanda leva les yeux au ciel, mais elle ne paraît pas s'en rendre compte. Le visage de Toby se mit à le brûler si fort qu'il craignit que ses os ne se liquéfient. Julie en personne venait de l'inviter à une fête branchée, comme tout ce que Julie et Amanda faisaient. D'accord, je crois pas que j'ai quoi que ce soit de prévu samedi. En fait, il comptait passer la soirée avec Jonesy au terrain de jeu, mais son ami pourrait tout à fait l'attendre. Il avait d'abord pensé à l'emmener avec lui avant de se raviser. Jonesy n'était pas assez branché pour participer à une fête organisée par Amanda. Lui non plus d'ailleurs, mais il n'allait certainement pas manquer une si belle occasion. Évidemment qu'il n'y a rien de prévu, commenta Amanda d'un ton traînant. Il n'a jamais rien de prévu. Ferme-la, Mandy. Sans prêter attention au net mécontentement de son ami, Julie lui avait souri, juste à lui. Elle avait un grain de peau parfait et ses yeux brillaient sous le mascara et l'eyeliner que les filles à la pointe de la mode utilisaient abondamment, même si on l'avait enjoint 1000 fois de se démaquiller. Toby se demanda soudain s'il était possible d'aimer une fille aussi fort qu'il aimait Julie McKendrick. « Génial, lui dit-elle, à samedi alors, vers 20h ?» Il hocha la tête, n'osant rien ajouter, puis se retourna et regarda droit devant lui. Billy émit un commentaire peu discret et les deux filles éclatèrent de rire. De toute évidence, le trio était en train de se moquer de lui. Mais il s'en fichait. Tout son corps vibrait d'excitation. Il allait se rendre à une fête à laquelle Julie assistait, et c'était même elle qui l'y avait invité. Il avait hâte de raconter ça à Jonesy. Il affichait toujours un sourire béat quand il est entré de donner son sang. L'avenir s'ouvrait à lui. C'est la fin du passage en Italie quand on revient dans la réalité. Qui tout double, tu te souviens, dis-je alors que nous ressortons du réfectoire, nous avons pris le petit déjeuner. Louis s'avance vers le tableau de service, prêt à effacer son nom et le remplacer par le mien, mais je l'arrête et ajoute « T'as pas encore gagné ». Pour ceux qui suivent plus trop, dans le chapitre 2, il y avait du coup les jumeaux Ellory et Joe. Ils n'étaient pas bien tous les deux. Du coup, Louis et notre héros Toby avaient parié sur lequel des deux partirait en premier. C'est la première allusion à Ellory ce matin. Clara et moi sommes les seuls à avoir assisté à son transfert vers l'ascenseur, mais personne n'est surpris par son absence ce matin. Le dortoir 7 avait l'air bouleversé à son entrée au réfectoire. Mais à part Joe, les autres ont adopté une expression arrogante, Jacques affichant un air particulièrement effronté. Désormais, il y a une chaise en moins autour de leur table, et les autres ont été rapprochés. Mais les signes de l'absence d'Ellory ont été effacés. Postés près du tableau d'affichage, nous les regardons à présent passer devant nous et se diriger vers l'escalier. « N'est que partie remise, dit Louis, l'œil rivé sur Joe. Le jumeau abandonné a l'air vaincu. Les épaules affaissées et les yeux cernés de pourpre, il est possible qu'il ait des rougeurs sur les joues, mais elles sont difficiles à distinguer en raison de l'acné qui les parsème. « Qu'est-ce que vous regardez, aboie Jack ?» Je hausse les épaules et ne réponds pas. Le sortilège du dortoir 7 est brisé. Maintenant, seul le dortoir 4 est encore intact. Ok, je m'arrête là pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a vu? Dans le premier chapitre, il y avait deux nouveaux, Tom et Clara. Donc une nouvelle fille, ça nous en fait 3. Tom est d'ailleurs maintenant le plus âgé, il a rejoint notre dortoir, donc maintenant ils sont 5 dedans plutôt. Donc, il y a une rivalité entre notre héros Toby et Tom qui s'installe dès le début. Et ensuite dans le chapitre 5, on a appris comment les enfants se faisaient, on va dire, enlever comme dit Toby. En fait, ils se font emmener par les infirmières d'un seul coup. Dans le chapitre 4, on nous disait qu'il toussait beaucoup et d'un seul coup il part, mais il avait pas l'air mort, donc je sais pas du tout ce qu'ils en font. À mon avis, il se passe vraiment quelque chose, il y a une maladie bizarre, sinon ils seraient pas appelés des déficients. Donc en fait, on a appris que tous les enfants avaient des médicaments à prendre pour ne pas être réveillés le soir, ce qu'ils appellent soi-disant des vitamines, et Toby, lui, ne les prend pas.
C'est pour ça que lui, il arrive à être actif le soir. Clara, elle apparemment ne prend pas non plus ses vitamines et ils vont se retrouver sûrement d'autres soirs. Seule chose que je comprends pas, c'est aucun ne semblait inquiet. Après tout, chacun avait l'habitude de passer le test. Ça veut dire qu'il a déjà passé plusieurs fois et qu'il ne l'avait pas jusque-là. Et d'un seul coup, à 17 ans, Toby a déclaré la maladie et cette déficience. Du coup, comme ils disent, apparemment, on l'a forcément avant 18 ans. On verra par la suite, mais ça me paraît bizarre cette maladie. C'est comme ça que se termine le chapitre 4 et le chapitre 5. On en prendra sûrement plus par la suite. Bon, eh bien, je vous laisse à ces réflexions. Et j'espère que la lecture vous a plu et que vous accrochez l'histoire. Je vous souhaite une excellente soirée ou une matinée si vous regardez le matin. Salut!